soyez les bienvenus. Nous allons passer un petit moment ensemble, c'est pour le Congo. Donc mettez-vous à l'aise. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, aujourd'hui je viens associer ma voix à celle de notre peuple pour rejeter les affirmations selon lesquelles les Rwandais qui se font appeler les Banyamulenge seraient des Congolais, sachant que la nationalité congolaise ne se décrète pas et ne s'obtient ni par les armes ni par la force. Il est inacceptable que les Rwandais à qui nous avions accordé l'asile dans notre pays vers les années 50, associés à ceux qui sont venus quelques années plus tard, occuper nos terres, en ayant massacré nos compatriotes par plusieurs millions et en ayant pillé pendant plusieurs années nos ressources nationales, puissent revendiquer par la force et obtenir la reconnaissance de la nationalité congolaise. L'émotion est tellement grande au sein de la société congolaise à la suite de l'annonce faite depuis Londres à ce sujet par le président de la République. Nous aimerions rappeler au chef de l'État la pertinence de son serment du 24 janvier 2019, prêté solennellement devant Dieu et le peuple congolais, au respect duquel il est tenu d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance et l'intégrité du territoire et de sauvegarder l'unité nationale. Pour votre connaissance, mesdames et messieurs, l'article 22 de la loi numéro 024 plutôt, barre 024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise, prévoit ce qui suit, je cite: la nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions ci-après. 1. Être majeur. 2. Introduire expressément une déclaration individuelle. 3. Déposer une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation à toute autre nationalité. 4. Savoir parler une des langues congolaises. 5. Être de bonne vie mœurs. 6. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en RDC depuis 7 ans. 7. Ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité des Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. 8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après: haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, vol, viol des mineurs et pédophilie, crime économique, blanchissement des capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue. Fin des citations. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, j'aimerais porter à la connaissance de tous que c'est peu avant et pendant la Première République, notamment en 1959 et entre 1960 et 1965, que le Congo avait été confronté à un exode massif et répétitif de populations tutsi rwandaises fuyant leur pays suite à la révolution sociale Hutu de 1959, puis à celle qui s'en était suivie en 1962 et 1963. C'est durant ces différentes périodes que chez nous en RD Congo, la première loi
si la nationalité congolaise fut promulguée. Cette loi, édictée en 1964 par la constitution de Luabo, stipulait ce qui suit, je cite, est congolais. Au terme de l'article 6 de la Constitution, à la date du 30 juin, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu établie sur le territoire de la RDC dans ses limites du 18 octobre 1908 et telle que modifiée par les conventions ultérieures. À l'instar du décret du 27 décembre 1892, cette loi n'attribue aucun émigrant rwandophone la nationalité congolaise. En 1962, le Rwanda devint indépendant et promulgua sa propre loi sur la nationalité rwandaise qui stipulait ce qui suit, je cite, « Est rwandais tout individu né d'un père rwandais ou dont la possession d'État rwandais est établie. » Fin de citation. Fondée sur les droits du sang, cette loi rwandaise attribua de manière tacite la nationalité congolaise à tous les ressortissants du Rwanda, y compris aux émigrés rwandophones installés depuis un certain temps sur le sol congolais, ainsi que tous ceux qui étaient reconnus comme étant des réfugiés dans notre pays. Depuis la dite promulgation, de la dite loi, aucun émigrant qui avait trouvé refuge dans notre pays n'a à ce jour protesté ni renoncé à la nationalité rwandaise. De plus, les statuts de réfugiés accordés aux exilés tutsis installés au Congo, ceux qui se feront plus tard appeler les Banyamulenge, durant cette période fut confirmée par une note du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui recommanda à ces derniers de ne pas s'impliquer dans aucune activité politique que ce soit sur les territoires congolais. Par contre, notre constitution du 18 février 2006 étant claire à ce sujet, la question de la nationalité congolaise est réclamée par les Rwandais qui se font appeler Banyamulenge ne peuvent appeler à aucune concession. Elle est sans appel et les soi-disant Banyamulenge sont et restent des Rwandais et non des Congolais. L'article 10 de notre Constitution précise en effet ce qui suit, je cite, « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine ou soit d'acquisition individuelle. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, au cas où le chef de l'État persistait dans sa volonté de vouloir reconnaître la nationalité congolaise aux criminels rwandais qui se font appeler les Banyamulenge, nous appliquerons la jurisprudence en rapport avec ce qui se passe en France ou dans d'autres pays à travers le monde, notamment en procédant à la déchéance collective de la nationalité accordée, afin qu'aucun Rwandais ne puisse prétendre détenir la nationalité congolaise abusivement en faisant usage de méthodes musclées, notamment après avoir commis des massacres sur notre sol, en ayant procédé à la transplantation de la population rwandaise en RD Congo et en ayant pillé nos richesses nationales. En France, figurez-vous,
la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne étrangère née ou naturalisée française qui détient une autre nationalité d'origine peut être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte à la vie de la nation française. De ce fait, reconnaître les Banyamulenge comme étant des Congolais sans les faire passer par une procédure de naturalisation individuelle, c'est cracher sur la mémoire des millions de nos martyrs qui ont été massacrés par Paul Kagame et par les Rwandais qui se font appeler des Banyamulenge. Reconnaître les soi-disant Banyamulenge comme étant des Congolais sans les faire passer par une procédure de naturalisation individuelle, c'est trahir nos forces armées qui se battent pour recouvrer notre terre et notre souveraineté. Reconnaître les soi-disant Banyamulenge comme étant des Congolais sans le faire passer par une procédure de naturalisation individuelle est c'est marcher, voulais-je dire, sur les cadavres et des éléments de nos forces armées tombés sur les champs d'honneur. En définitive, il y a incompatibilité entre l'article 7 de la Constitution rwandaise et l'article 10 de la Constitution de la RD Congo au sujet de la détention de la nationalité de l'une ou de l'autre. En effet, l'article 10 de notre Constitution stipule que, je cite, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Tandis que l'article 7 de la Constitution rwandaise prévoit, sur le même chapitre, ce qui suit, je cite, toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise. La nationalité d'origine du Rwanda ne peut être retirée. Les personnes d'origine rwandaise et leurs ascendants ont le droit d'acquérir la nationalité congolaise s'ils les demandent. Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise et suivi de l'acquisition de la nationalité étrangère, sont directement réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent au Rwanda. Fin de citation. Ce qui sous-entend, mesdames et messieurs, qu'un Rwandais ne peut jamais perdre sa nationalité d'origine. Et c'est ici le cas pour les Banyamulenge qui sont avant tout des Rwandais ayant indiscutablement droit à leur nationalité indissociable. Partant, pourquoi dire alors que les Banyamulenge sont des citoyens congolais dès lors qu'ils détiennent toujours la nationalité rwandaise, sachant que la nationalité congolaise est une et exclusive. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, dire et continuer à dire et continuer à affirmer toujours et toujours que l'heure est grave ne suffit plus. Il nous faudrait plutôt agir, et agir impérativement, agir avec gravité, courage et détermination pour sauver le Congo en péril, car la vie d'une nation, contrairement à celle d'un homme, comporte deux phases. La vie d'une nation, disais-je, contrairement à celle de l'homme, comporte deux phases importantes, à savoir, la première phase, c'est la naissance. La deuxième, c'est la croissance. Pour l'homme, il y en a trois, il y a aussi les décès, ce qu'on ne peut envisager pour un pays. Dans du roi belge Léopold II,
cédé à la Belgique en 1908, la RD Congo accédant à la souveraineté nationale le 30 juin 1960. Cette date qui est connue de tous citoyens congolais marque la naissance officielle de notre pays. La deuxième phase est celle de la croissance qui n'a jamais pris l'envol depuis 1960 parce que les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays ont sans cesse tiré la RD Congo vers le bas, lui imposant une marche à reculons, privilégiant les intérêts personnels et sacrifiant d'année en année les peuples congolais et les pays tout entiers. 1960 à 1965, 1965 à 1997, 1997 à 2008 sont les différentes étapes catastrophiques qui ont précédé l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêtré malheureusement dans une coalition triangulaire avec l'INC, mais aussi avec les FCC, qui fait des chefs de l'État l'otage personnel de Joseph Kabila Kabange. Celui-là même qui a vendu aux enchères la RD Congo à Paul Kagame, le Hitler du 3e millénaire, connu pour sa cruauté. Conséquence, notre pays va à la dérive et risque de sombrer au cas où nous tarderons à réaliser les dangers et à nous ressaisir aussitôt. Merci. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau chef de l'État, aucune des institutions de la République n'est capable d'accomplir correctement sa tâche régalienne. Ces comportements portent gravement atteinte à l'organisation du pouvoir dans notre pays, de laquelle émergent 4 institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. 4 institutions qui font partie de ce que je viens de vous dire. L'une après l'autre, chacune de ces 4 institutions de la République sont toutes tombées dans la déchéance morale, intellectuelle et déontologique. Le président de la République, comme institution et comme personne, peine à exercer pleinement ses responsabilités régaliennes, laissant penser que la passation du pouvoir qui est liée le 24 janvier 2019 entre l'ancien et le nouveau président de la République n'était en réalité qu'un remaniement opéré par Joseph Kabila pour prolonger le règne AFDER. Joseph Kabila contrôle tout depuis Kingakati, notamment les institutions centrales et provinciales entre autres. Il exige du Premier ministre une obéissance absolue et à tous les ministres du gouvernement central et provincial une allégeance sans faille, une solidarité soutenue et une soumission absolue. Et tient en laisse chaque ministre du gouvernement central moyennant une lettre de démission qu'il aurait fait signer par anticipation à ce dernier en guise de garantie à leur loyauté forcée, à défaut desquelles celle-ci sera publiée sans aucune forme de procès et entraînera la démission. Il instruit en permanence et donne des injonctions au président des 2 chambres des représentants et au président de la Cour constitutionnelle, entre autres. C'est ce qui a fait dire au chef de l'État à Londres, je cite, qu'on poussait certains ministres à saper ma politique. Ça, c'est le chef de l'État qui le disait. Fin de citation. Joseph Kabila incite le Premier ministre à avoir des rapports tumultueux avec le président de la République qui prévoit pourtant que, je cite,
le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et assume la responsabilité. Vous trouverez ça dans l'article 91 de notre Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, dans ces conditions, rien ne prouve que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, détienne l'effectivité du pouvoir. Et tous, nous nous posons la question de savoir si c'est lui qui est réellement aux commandes de la RD Congo. Le chef de l'État à qui on a fait commettre une erreur grave de vouloir partager la gestion du Congo entre les FCC et les Cash doit comprendre que personnellement, j'ai combattu Kabila tout comme des millions de Congolais, non pas pour que Kabila revienne au sommet de l'État, non pas pour que Kabila récupère par la main droite l'effectivité du pouvoir qu'il a cédé constitutionnellement à Tshisekedi par la main gauche. Mais c'était pour que Kabila disparaisse complètement du pouvoir et de la scène politique qu'il en est même de tous les autres images de la Kabila. Ça fait plaisir d'entendre cela parce que c'est là le motif principal de notre lutte. Je vais reprendre. Le chef de l'État à qui on a fait commettre une erreur grave de vouloir partager la gestion du Congo entre les FCC et les Cash doit comprendre que personnellement, j'ai combattu Kabila, tout comme des millions de Congolais, non pas pour que Kabila revienne au sommet de l'État, non pas pour que Kabila récupère par la main droite l'effectivité du pouvoir qu'il a cédé constitutionnellement à Tshisekedi par la main gauche, mais c'était pour que Kabila disparaisse complètement du pouvoir et que la scène politique, et il est de même pour tous ceux qui émargent de la Kabylie. Si les chefs de l'État continuent à nous faire croire qu'il est incapable de diriger le Congo au point de sacrifier les militants de son propre parti politique, l'IDPS, auquel j'avais appartenu, de sacrifier l'ensemble du peuple congolais acquis au changement, je n'hésiterai pas à prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de rétablir le peuple congolais dans ses droits. Si le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas capable d'éloigner définitivement du pouvoir Joseph Kabila, les habitants de Tchango, associés aux milliers de Congolais, mais surtout ceux de Tchango, où Kabila est venu trouver refuge à Kingakati, les fera incessamment sous mon injonction, car nous ne sommes plus au temps de 1 plus 4. Je dis bien, si le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas capable d'éloigner définitivement du pouvoir Joseph Kabila, les habitants de Tchango, associés aux millions de Congolais, et surtout ceux de Tchango, où ces derniers, je parle de Kabila, est venu trouver refuge à Kingakati, les fera incessamment sous mon injonction, car nous ne sommes plus au temps de la transition 1 plus 4, pour accepter que les fauteuils présidentiels soient partagés à 2. L'effectivité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir doit revenir au seul président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a prêté le serment, qui a prêté son serment le 24 janvier de l'année passée en conformité avec la Constitution
de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le Parlement. Notre Parlement est issu de la fraude électorale. Les composantes des deux chambres des représentants ont été fabriquées de toutes pièces par Joseph Kabila afin de bloquer les actions du chef de l'État et de salir son mandat. Ils n'ont pas la raison d'être. Ces derniers doivent cesser immédiatement de siéger illégalement et de se conformer à l'action urgente qui a été adressée à Mme Janine Mabunda et à M. Jean-Marc Abound, sans quoi le peuple congolais se chargera d'eux. Chers compatriotes congolais, ayant détourné, trafiqué les résultats des votes pour attribuer au FCC une majorité dans les institutions de la République, le président sortant Joseph Kabila Kabange a planifié un chaos généralisé après son départ du pouvoir en janvier 2019 afin de détruire complètement notre cher et beau pays avec la complicité de son mentor Paul Kagame, le président du Rwanda. Pour y arriver, profitant des élections du 30 décembre 2018 et suite, il a placé à sa guise au sein des institutions importantes du pays les exécutants nommés par lui en complicité avec la CENI, notamment au Parlement, dans les assemblées provinciales, ainsi que dans les communes et secteurs, leur assignant respectivement la mission de torpiller toutes les actions tendant à relever le pays. L'Assemblée nationale est en effet composée d'une majorité de jouisseurs, dont un quart est constitué de maris députés, épouses députés, des fils députés ou des filles députées et membres influents des FCC. Une assemblée moins professionnelle et laborieuse dont beaucoup de composantes ne savent ni lire ni écrire une loi ou un texte juridique. Et cela doit finir. Les soi-disant députés étant illégitimes, je demande autant que le peuple congolais de mettre, je leur demande autant que le peuple congolais de mettre volontairement fin à leur présence à l'hémicycle, sous peine d'être chassés par les souverains primaires qui ne reconnaissent avoir voté aucun d'entre eux. Les cours et tribunaux étant assujettis, nous sommes toujours dans les institutions, les cours et tribunaux étant assujettis aux politiques, ça donne impunément à la corruption. Dans un sentiment d'impuissance, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avait traité des magistrats du siège et des parquets de corrompus. Lors de l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de la magistrature le 18 octobre 2017, précisant ce qui suit, la détention et l'inculpation sont utilisées par les magistrats pour soutirer de l'argent aux justiciables. Fin de citation. Ça, c'était l'ancien ministre de la Justice, Thambwe Mwamba. Toujours dans ce même chapitre, mettant à l'index la Cour constitutionnelle, les départements d'État américains avaient fait mention de la corruption dans ces sanctions dirigées contre le président de la Cour constitutionnelle au lendemain des élections du 30 décembre 2018. Cet acte a été suivi d'un communiqué conjoint par les quotidiens, publié par les quotidiens belges,
le soir, après les élections du 30 juin et du 30 décembre 2018. Les États-Unis, le Canada, la Suisse et le Royaume-Uni, qui s'en étaient pris à la Cour constitutionnelle, lui reprochaient, je cite, de nuire au climat politique apaisé, mais aussi de préciser que les récentes décisions de la Cour constitutionnelle, prises en dehors des échéances prescrites par la loi, nuisent à un climat politique apaisé et mettent à risque l'opportunité après les élections présidentielles et législatives de donner place aux changements pour lesquels la population congolaise a voté. Je poursuis le communiqué. Nous regrettons vivement l'incertitude et la méfiance créée par ces décisions. Fin de citation. Ce qui porte atteinte, mesdames et messieurs, à l'article 150, alinéa 1 et D de notre Constitution qui prévoit ce qui suit. Je cite, les pouvoirs judiciaires et les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont soumis à l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ce qui sous-entend que les juges ne peuvent jamais être assujettis aux politiques. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, en évaluant les 12 premiers mois du pouvoir du président de la République, on se rend aussitôt compte que les conditions sociales de notre population, de nos populations en fait, ont fait un grand bond en arrière, devenant de plus en plus pire qu'auparavant et provoquant des souffrances dans de nombreux ménages. On se rend également compte, oui, on se rend également compte que dans l'esprit des Congolais, l'espoir a fini par céder sa place au pessimisme et à l'incertitude, car plusieurs promesses faites par les chefs de l'État suivies des discours populistes n'ont pas été suivies d'actions concrètes. Trop peu sont des signes encourageants, essentiellement c'est la manière avec laquelle la RD Congo est gérée par la coalition FCC Cash, auteur de nombreux scandales financiers et économiques que les chefs de l'État refusent malheureusement de sanctionner parce qu'il s'agit de COP, tout simplement. Le peuple d'abord. Ce slogan cher aux défunts Etienne Tshisekedi, tout comme ne jamais trahir le Congo, de Moussé Laura, Désiré Kabila, sont aujourd'hui des slogans creux. Le partage des pouvoirs exclusivement entre deux pôles politiques, l'État et l'FCC, a privilégié les intérêts égoïstes et individuels au détriment de l'intérêt national. Pour sa part, le budget national de 11 milliards de dollars pour l'exercice 2020 risque d'être un mirage, faute d'une vraie politique de mobilisation des recettes, car le mois de janvier qui vient de finir en est une triste illustration. Ayant charrié un déficit structurel de 160 milliards de francs congolais sur une balance de 600 milliards de recettes engagées en janvier 2020 sur 760 milliards de dépenses mensuelles pour la même période. Ça veut dire quoi? Les recettes engagées pour cette année, c'est 600 milliards de francs congolais. Les dépenses engagées, 760 milliards. Lorsque vous faites les balances, ça vous donne 160 milliards de francs congolais
des déficits. Par conséquent, à cet allié, les réformes attendues ne seront peut-être pas réalisées car les institutions semblent être dans une tension politique permanente assortie des trahisons. Les sorties médiatiques des membres de la coalition au pouvoir en sont une preuve irréfutable. Par contre, les quelques avancées enregistrées en solitaire par les chefs de l'État, tant bien que mal, dans certains domaines doivent être sauvegardées et consolidées. Les chefs de l'État feraient mieux de ménager les peuples qui en est les souverains primaires, car c'est ces peuples dont il faudrait craindre l'impatience et éventuellement la révolte au cas où ces attentes ne seraient pas satisfaites. La satisfaction du peuple congolais doit devenir la préoccupation majeure du chef de l'État. Comme ce fut le cas à l'aube de son mandat, je continue à recommander au chef de l'État de rompre son alliance avec le FCC, puis d'évaluer le bien fondé ou non de son rapprochement avec l'INC dont le leader émarge la Kabylie, car vouloir maintenir dans sa sphère ces deux forces politiques dont la philosophie se rejoignent risque d'engloutir les chefs de l'État dans une léthargie d'incapacité. J'encourage les chefs de l'État à s'impliquer davantage dans l'effort pour la restauration de la paix et la sécurité durable à l'Est de notre pays, notamment en appuyant davantage les efforts de nos troupes sur les champs de bataille, afin que rien ne puisse leur manquer, puis en appliquant la fermeté contre le Rwanda de Paul Kagame et ses complices, notamment en ayant le courage d'écarter tous les officiers militaires dont la complicité avec l'ennemi contre le Congo a été avérée et établie. J'encourage également les chefs de l'État à mettre rapidement en œuvre un programme cohérent de mobilisation, de démobilisation, de désarmement et de la réinsertion des combattants qui quittent les groupes armés et de définir par la suite une politique efficace en vue de leur réinsertion sociale afin d'éviter le recyclage des criminels dans l'armée et dans la police nationale congolaise. J'encourage les chefs de l'État à faire la lutte contre la corruption et l'impunité, une urgence nationale durant tout son quinquennat. J'encourage les chefs de l'État à engager des réformes profondes et nécessaires, entre autres dans les domaines pénitentiaires, mais également dans les domaines de l'enseignement, de la justice, de la santé, des transports et de l'administration publique, afin d'assurer et de garantir le bien-être collectif et une réelle justice sociale. J'encourage les chefs de l'État à commanditer rapidement un audit indépendant axé sur la gestion financière et la gestion des personnels de toutes les institutions étatiques, des établissements publics, des entreprises publiques et de l'administration publique au niveau national et provincial. J'encourage les chefs de l'État à définir une gouvernance basée sur la performance, assortie d'un contrôle d'évaluation régulière en y impliquant tous les responsables gouvernementaux de la base, du sommet à la base de l'État. J'encourage les chefs de l'État à initier des états généraux dans les secteurs clés de la vie nationale, notamment l'armée, la police nationale congolaise, les services de sécurité, l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'environnement, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les sports et loisirs et les finances, en vue de dégager des actions à court, moyen et long terme afin de rendre plus performant l'appareil de l'État. J'encourage les chefs de l'État à mettre en place un programme d'encadrement des jeunes désœuvrés sur l'ensemble du territoire national
afin de les former au métier et de canaliser leurs énergies vers la productivité et le développement des infrastructures nationales. J'encourage les chefs de l'État à engager une lutte sans merci contre la délinquance politique, financière et administrative afin de préserver le patrimoine national et de fixer une nouvelle orientation des dépenses vers la production. Enfin, j'encourage les chefs de l'État à initier le recensement général de la population en prélude à l'octroi des cartes d'identité nationale dont seuls les Congolais en seront les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, les secteurs privés étant porteurs de croissance, je viens de donner le ton en créant une entreprise avec en perspective l'idée de créer plusieurs emplois et de procéder à la mise en place de plusieurs unités de production adossées à la structure économique articulée dans ces trois pôles, à savoir la production, la distribution et la consommation. Et une société, c'est une société SARL. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, notre vraie victoire, c'est d'avoir obtenu la mise à l'écart de Joseph Kabila et de sa bande. Cette victoire a été obtenue non pas seulement par le processus électoral que ces derniers avaient hypothéqué, je parlais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a aucun intérêt à laisser Joseph Kabila et sa bande revenir puis s'accrocher au pouvoir au risque de venir achever la vente aux achats de la RD qui fait partie de son programme politique. De nombreux, figurez-vous, de nombreux Congolais ont payé de leur vie pour obtenir le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Et plus personne, mesdames et messieurs, n'est prêt à recommencer la même chose. À l'image de l'ensemble de notre pays, je suis prêt à relever courageusement un nouveau défi afin d'amener chaque citoyen congolais à assumer ses responsabilités face à ces actes, mais aussi à mener des actions pouvant projeter notre pays vers son épanouissement afin de rebâtir un Congo fort au cœur des 5 continents selon les merveilleux plans de Dieu. Je vous remercie. Je suis Isabelle Mongo de Top Congo FM. Je vais revenir sur le dossier Banyamulenge parce que l'affaire serait déjà en justice, parce que les Banyamulenge ont saisi un avocat belge pour saisir la Cour pénale internationale parce que selon eux, ils seraient marginalisés ici au pays. Alors vous, en tant que juriste, d'abord, quelle est votre position par rapport à cette démarche? Et puis, comment pensez-vous que la RDC puisse contre-attaquer et obtenir gain de cause? La deuxième question, c'est en rapport avec l'opposition dont vous faites partie aussi aujourd'hui. On parle déjà de la désignation du porte-parole de l'opposition. Il y aurait même un compromis entre deux leaders de l'opposition, notamment Jean-Pierre Bemba et puis Moïse Katumbi, qu'ils vont occuper ce poste à tour de rôle pendant 2 ans. Quelle est votre position par rapport à ce deal ou ce compromis? Merci madame, elle m'interpelle directement, c'est comme si Batingambéry. Vous me renvoyez dans l'opposition, moi je ne suis pas de l'opposition. Je ne suis plus là-bas. Je suis du côté du pouvoir. Je vais faire une démonstration. J'ai fait
tout le temps que j'ai fait dans l'opposition. 25 ans dans l'IDPS, et puis après j'ai créé mon propre parti, l'IDPS qui vous accueille aujourd'hui. Les combats que j'ai amenés, c'était un combat de principe. Et aujourd'hui, je pense que parce que ouais, la partie immergée de l'iceberg, vous ne la voyez pas. C'est le combat que nous avons eu à mener. On vous dit que bon, c'est une victoire électorale, oui. Mais en sous-main, nous avons cherché à obtenir des pressions, je l'ai dit ici, qui ont fait que Kabila puisse céder. Après, nous avons aujourd'hui un président. Mais pourquoi je ne suis plus dans l'opposition? Parce que, regardez, nous étions 26 au départ. Moi, je me suis rétracté pour des raisons évidentes que vous connaissez. Ils sont restés 25. 4 ont été invalidés. Ils sont restés 21. Et sur les 21, 3 faisaient partie de ce que moi j'appelle la tête des ponts. Comme dans une course, il y a des éléments qui constituent la tête des ponts. En termes de millions de voix ou de pourcentage, ils étaient 3 à occuper cette esplanade. Mais sur les 3, il y avait 2 qui faisaient partie de l'opposition, Tshisekedi et Martin Fayulu. Le 3e, c'était Chadari qui était du pouvoir. Et figurez-vous, ce sont les 2 de l'opposition qui ont devancé les candidats de l'opposition. Donc, lorsque vous additionnez les pourcentages des 2 candidats qui émergeaient de l'opposition, ils ont fait dans les 76%. Donc, c'est une victoire de l'opposition. Je n'ai aucune raison de rester dans l'opposition alors que c'est l'opposition qui avait gagné. Mon problème maintenant, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Vous m'avez suivi. Je n'ai pas régné le président Félix Tshisekedi. Surtout, en tant que juriste, je me suis dit, c'est une question de souveraineté. Peu importe ce qui s'était dit, mais le président Félix a prêté serment en conformité avec la Constitution. C'est un peu l'histoire d'Ésaü et Jacob. Vous voyez, l'histoire, le pouvoir était d'Ésaü, mais Jacob a fait ce qu'il avait fait. Et puis après, il a été chose bénie. Donc, je note une chose. Le président Félix Tshisekedi n'a jamais été impliqué dans l'organisation des élections de la façon dont Kabila faisait les choses. Il n'était pas impliqué. Mais par contre, c'est lui qui est sorti. Et puis, le 24 janvier de l'année passée, Kabila a pris tous les symboles de la République et il a remis un seul homme, c'est le chef de l'État. Il a prêté serment en conformité avec la Constitution. Donc, du point de vue constitutionnel, c'est lui le chef de l'État. Mais nous devons tous être derrière lui. Mais lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Vous voyez? Il ne faut pas dire que non, ce qu'on a le bel vérité, c'est nous apporte. Non. Vous pensez, bon, je sais qu'un homme politique doit avoir des ambitions au pouvoir. Mais le pouvoir, c'est aussi savoir travailler, gagner sa vie. Bill, à ce que je sache, Bill Gates n'est pas ministre aux États-Unis, mais il a un grand pouvoir. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit ça, je ne fais plus partie de l'opposition, mais ce qui se passe dans l'opposition aujourd'hui nous intéresse. Il faut un porte-parole de l'opposition. Quelqu'un qui puisse servir de contrepoids, qui ne vienne pas pour chercher à bousculer les chefs de l'État à tout moment, mais quelqu'un qui puisse s'associer aux efforts de la reconstruction du pays. Instruire un débat constructif. Donc voilà, donc moi je salue ça. Nous attendons, si c'est Moïse, tant mieux. Si c'est Jean-Pierre Bemba, tant mieux. Moi je n'ai pas de préférence, mais je mettrai en application mon esprit patriotique. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question. Et un avocat belge qui s'est saisi du dossier Banyamulenge, est-ce que ça fait fâcher? Ça fait sourire?
Et tout ce que je note, c'est une affaire de millions de Congolais qui sont morts. Mais tout le monde a le droit de saisir la justice. Tout le monde. Mais il faut qu'il ait des arguments. Moi, je ne sais pas les arguments que vont brandir les Tutsis, que nous les avons expulsés. Mais la nationalité, c'est une question de souveraineté. Je ne sais pas ces gens-là, ils sont comment? Oui, prendre la machette tout le temps, hein, ça rend les gens dingues. Ça rend les gens dingues. La nationalité, c'est une question de souveraineté. C'est notre nationalité. Ils ont tenté de l'arracher par les armes. Ils ont tué nos frères et sœurs à l'Est. Ils ont transplanté leur population. Ils voulaient rester là par la force. Maintenant, nos forces armées, ainsi que nos braves populations de l'Est, se sont mis debout. Et pendant que nous sommes en train de gagner, ils vont aller voir ces Belges-là. J'aimerais voir sa tête. J'aimerais voir sa tête. À défaut de sa tête, j'attends les arguments que les Rwandais vont brandir pour nous arracher de force la nationalité. Ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez, madame, c'est là la réalité. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils prennent n'importe quel avocat, mais qu'ils sachent que la question de souveraineté, elle reste souveraine. Nous allons défendre notre pays. On n'a d'ailleurs pas besoin d'aller puiser trop loin des arguments. On est Congolais, on le reste. Nous devons nous battre pour notre pays. Voilà ce que j'aimerais dire pour ce sujet de ça. Je pense que c'est le président, c'est Michel Onegon, mais pour le compte Number One Magazine. Président, j'avais voulu demander une petite réflexion sur votre démarche pour créer le mur entre le Congo et le Rwanda. Parce que je vu mes confrères, peut-être ils ont oublié pour vous remplacer. Où en sommes-nous? Est-ce que votre proposition ou votre démarche est prise en compte par les institutions compétentes? Je ne sais pas. Vous pouvez éclairer peut-être l'opinion sur ce point. Merci. À quoi devra-t-il servir? Et pourquoi les murs? Nous nous sommes résolus de proposer les murs. Je vous ferai voir à quoi ressemble un tout petit peu les murs que nous voulions, parce que bien que la partie technique ne nous concerne pas, mais ça ne nous a pas empêché de discuter un peu avec quelques ingénieurs. Voilà. Il nous faut un truc comme ça. La frontière entre la RDC et le Rwanda, c'est à peine 213 km. C'est pas comme entre la RDC et l'Angola. Là, c'est 2500 quelques kilomètres. Là, on ne peut même pas imaginer, mais l'Angola n'est pas concerné parce qu'avec l'Angola, nous avons des relations cordiales. Alors, pourquoi les murs? Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer plus de 12 millions de Congolais qui sont partis comme ça. Je dis bien plus. Et puis vous avez suivi les rapports mapping. Tout ce qui a été pillé depuis chez nous, à cette année-là, c'était dans les 400 quelques milliards de dollars. C'est passé par les Rwandais. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, nous voulons arrêter cela. Nous avons négocié, mais ça n'a pas marché. On a même signé des accords de non-agression. Ces accords ont été violés. Et à un moment donné, on a été tenté de prendre les armes, tel que c'est le cas aujourd'hui. Mais là encore, ce sont des morts. Rien n'est résolu. Parce que chez nous, nous avons des infiltrés. Le Rwanda fait bien son coup. Il a trouvé des brebis galaises chez nous et qui ont trahi la République. Et je vous signale que demain, il aura affronté la justice de ce pays. Et tout est la rigueur de la loi. Maintenant, nous nous sommes dit,
Kagame est tellement têtu avec ses idées expansionnistes. Il veut le Congo, après ce serait l'Angola, et puis ce serait le Congo-Brazzaville, et puis le Gabon. On dit qu'il faut arrêter ses ambitions. Il faut un mieux tel qu'il en existe entre les États-Unis et le Mexique, entre Israël et la Palestine. C'est ce que nous voulons. Après, nous avons associé les Congolais de toute façon, parce que les Congolais ont émis des cris de détresse. Et puis, tout d'un coup, lorsque nous sommes allés, parce qu'il fallait recourir aux moyens constitutionnels, l'article 27 de la Constitution nous en autorise, nous avons fait signer des pétitions aux Congolais. Et des milliers, si pas des millions de Congolais ont signé, parce qu'il y a eu à la fois des pétitions, vous avez vu nos équipes à travers les rues de Kinshasa, et puis il y a eu une pétition en ligne, parce qu'en fait il y en a deux. Les gens ont signé. Nous avons arrêté à la fin de l'année. Nous avons écrit à Kamere, en tant que directeur de cabinet, lui demandant de nous insérer sur la liste des rendez-vous. Bon, nous sommes encore au mois de janvier et nous attendons, parce qu'il n'y a aucun signe. Nous attendons puisqu'il faut aller remettre toutes ces pétitions au chef de l'État. Et surtout qu'il y a une qui touche aussi la question, d'abord les deux, qui touche les questions de sécurité. C'est là où nous en sommes. Donc, ça s'est bien passé. Nous avons eu des signatures, nous avons eu l'adhésion populaire, l'adhésion en masse des Congolais. Maintenant, la phase importante, c'est celle que nous sommes en train d'accomplir, c'est d'acheminer tout cela auprès des chefs de l'État. Voilà là où nous en sommes avec les pétitions. Merci d'avoir posé la question. Et ne suivez pas Madame Leila, qui avait dit que ça sert à quoi ces choses-là? Est-ce que ça va arrêter ces choses-là? Vous étiez là, les journalistes. Hein? Donc nous pensons qu'il ne s'agit pas d'arrêter les choses, il s'agit d'arrêter les massacres. Les Congolais ne sont pas des choses. Ça, je le lui avais signifié, parce que moi je connais comme elle la subtilité du langage diplomatique, parce que en tant que représentant de l'IDPS en Suisse et en Italie, tout le travail que je faisais, c'était un travail diplomatique, me rapprocher des chefs de l'État, me rapprocher des hommes politiques. Alors cette dame voulait se manquer de nous, elle est encore en mission ici, et en plus c'est une francophone. Elle est ressortissante de l'Algérie. Je lui ai dit que c'était pas normal. Si ça aurait été un anglophone, j'allais comprendre. Donc voilà ce qui concerne les murs. Et on a fait le tour. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous avez passé un moment, on a passé un moment ensemble. Ne nous en voulez pas pour les conditions. Hein. Nous sommes les gens, notre pays, c'est un pays qui est sous le soleil, donc des fois il faut se baigner de ce soleil-là. Ça n'a bronzé personne, j'espère. Déjà? Eh bien, ça fait du bien. Je sais que de l'autre côté, les Blancs aiment, mais nous devons fuir le soleil. Encore une fois, merci. J'espère que dans vos rédactions, vous allez faire comme d'habitude. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Nous allons Merci, merci. sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ah, merci.